Comment tu l'as vécu une fois que ça s'arrête? C'était très dur. Travail de 14h à 22h. Je suis rentré à la maison, j'ai pleuré, j'ai tenu ma tête, j'avais putain. J'ai dit, je m'entraînais matin, après-midi, j'étais passionné, j'avais une voiture du club, j'avais j'avais... Et là, tu vas travailler comme tout le monde. Les joueurs de football ont du mal à en parler, mais moi, j'ai connu la dépression. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Football Undercover, le podcast qui est là pour explorer les coulisses du foot. Donc, je rappelle qu'on n'est pas là pour débriefer sur les matchs, sur la tactique des coachs, mais plutôt pour explorer l'univers du football, tous les enjeux et tout ce qui fait qu'on aime cet univers. Donc, aujourd'hui, on va accueillir un invité exceptionnel que nous sommes vraiment très heureux d'accueillir. Il s'appelle Trésor Diowo-Etchi Emongo. Il a un parcours riche, atypique. Il est passé sur les terrains du football, il a connu les vestiaires, la pression du foot. Ensuite, il a réalisé un virage riche mais ambitieux. Il s'est dirigé vers l'entrepreneuriat. Il a fondé 2 structures assez différentes mais qui sont similaires en fonction de ce qu'il a réalisé dans sa carrière de footballeur. Il a fondé TDH Performance, et donc c'est une structure qui est spécialisée dans tout ce qui est performance dans l'accompagnement sportif. Donc on lui laissera le plaisir de nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Ensuite, il s'est dirigé plutôt dans tout ce qui est management football, donc en tant qu'agent de footballeur, il a créé TMT Consulting. Donc c'est aussi une société qui est spécialisée dans l'accompagnement de sportifs et dans le management sportif également. Donc voilà, on va commencer. Bonjour à toi Trésor. Bonjour Patrick, merci avant tout, merci pour l'invitation. Mais merci à toi d'y avoir répondu. Franchement, comme je l'ai dit, on est vraiment très très ravis de t'accueillir aujourd'hui dans notre nouvel épisode de Football Undercover. Donc voilà. Donc nous ici, comme j'ai dit, on est là pour exposer les trajectoires vraiment exceptionnelles dans le football. Donc toi, tu en fais partie. On a déjà la chance de tous te connaître. Mais voilà, on veut donner la chance à nos téléspectateurs, nos auditeurs, de pouvoir aussi également te connaître. Donc on va commencer un peu par nos premières questions. Moi, vraiment en tant que passionné de foot, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi t'as fait tomber amoureux du football? Mais il faut savoir que déjà, dans un premier temps, c'est un héritage familial. Mes grands frères ont joué au football. J'ai l'aîné de la famille, le plus âgé, qui avait été par le passé, en fait, sollicité par le Paris Saint-Germain. Mais il faut savoir qu'à l'époque aussi, la mentalité africaine de l'époque, nos parents, les études étaient prioritaires. Et le football n'était pas perçu comme étant un travail, mais plutôt comme un loisir. Donc il faut savoir qu'à l'époque, le Paris Saint-Germain était venu sonner à la maison. Et mon père avait refusé parce que pour lui, c'était pas un travail. Donc moi, j'ai eu la chance par la suite, en fait, d'avoir l'opportunité, en fait. Donc à ce moment-là, on parlait pas encore de projet Mbappé. Exactement, ça n'existait pas à l'époque. Il y avait pas tout ça à l'époque. Oui. Donc moi, j'étais le petit dernier de la famille, et puis on a décelé du talent, du potentiel. Et puis à son âme, mon père est décédé, et ma mère et mes grands frères ont estimé que comme eux n'avaient pas eu cette opportunité, pourquoi pas la laisser à Trésor. Donc, j'ai vraiment baigné dans le football depuis le très jeune âge. C'est comme ça que cette passion et l'amour du football est arrivé. Et donc par la suite, quel a été un peu ton trajet, ton parcours dans le monde du football, autant en Belgique ou dans divers pays? En fait, il faut savoir que j'ai commencé chez les jeunes d'Anderlecht. J'ai commencé au Ezel, parce qu'avant il y avait Anderlecht Ezel, Anderlecht Nerpede. Moi j'ai commencé au Ezel où je me suis fait remarquer lors d'un tournoi interécole, où en fait j'ai fait meilleur joueur, meilleur buteur. Et tu avais quel âge à peu près à cette époque-là? J'avais 7 ans, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, ça commence vraiment assez tôt. Voilà, ça commence très tôt, et je suis repéré par l'entraîneur du Ezel, qui me voit parce que son fils à l'époque était à Saint-Pierre. Donc il vient à la fin du tournoi trouver ma maman. Je vais faire l'essai, je suis directement pris, et je fais une saison au Ezel, et je suis directement recruté par Anderlecht Nerpede. Mais il faut savoir, parce que c'est une petite anecdote, le jour où on joue contre Nerpede, on me met sur le banc. Et à ce moment-là, ils font croire qu'en fait, j'ai un mauvais comportement, un mauvais caractère. C'était une manière un peu de me cacher. Et on est battu par Nerpede. Je pense que c'est 1 ou 2-0. Je rentre 5 minutes, je marque tous les buts. Et c'est comme ça qu'Albert Martens, en fait, me découvre. Et je tiens à le remercier parce qu'à ce moment-là, il appelle aussi tout le board. Il y avait M. Collignon, il y avait M. De Rave, et également un 3e. Et c'est comme ça que j'ai intégré Anderlecht Nerpede. Puis... Ouais, donc c'est vraiment pour préciser, quand tu différencies Nerpede et Ezel, il y a une raison.
il faut savoir que Nerped était considéré comme, et encore aujourd'hui, Anderlecht est considéré comme une des meilleures académies d'Europe et de Belgique. Belgique, hein. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'à l'époque, encore plus, parce que par le passé, et le Ezel était en fait, on va dire l'antichambre, et le passage, avant, en fait, Anderlecht Nerped, on va dire un peu, c'était les provinciaux. Voilà, c'était les provinciaux. Et Nerped étaient les nationaux. Et il faut savoir que c'était la meilleure académie de Belgique, et je le dis aujourd'hui ouvertement, encore même mieux qu'aujourd'hui, parce qu'avant, on avait vraiment une domination totale sur toute la Belgique. Aujourd'hui, ça reste une académie de référence, mais on voit que le classement des jeunes évolue. Avant, on était quasiment premier dans toutes les catégories. Et même pendant plusieurs années, hein, on se rend compte que maintenant, je pense qu'il y a un classement qui est fait, et je pense que le premier, c'est Bruges. Hein. Anderlecht n'est même plus premier, alors que je pense que pendant des années, ils ont dominé ce classement. Anderlecht a dominé totalement, en fait. Et maintenant, on a vu l'émergence de Bruges, de Genk. Standard aussi a très bien travaillé. Gand qui commence aussi petit à petit aussi à récupérer certains joueurs. Et on voit même au niveau du classement, et c'est pas une critique négative, mais parfois on va voir que le club finit 4e, 5e chez les jeunes. C'est une chose qu'on voyait pas auparavant. Et il faut savoir que avant, le résultat est obligatoire, tout comme la qualité de la formation. Moi, déjà très jeune à Anderlecht, on t'expliquait les objectifs. On te faisait comprendre que tu devais finir champion. Les gens savaient pourquoi ils rentraient là-bas, ils connaissaient la valeur aussi de l'écusson. Il fallait finir meilleur joueur d'un tournoi, meilleur buteur, ou du moins gagner les tournois. Il y avait déjà une certaine pression qui était installée bien sûr, de formation. On vit dans la pression, on a vécu dans la pression en fait depuis tout petit, et c'est ce que j'expliquais la fois dernière à un parent de joueur, parce qu'il me parlait de la pression, et je lui ai dit, écoute, moi depuis que je suis tout petit, en fait, je suis exposé à cette pression. Mais nous, en fait, on le percevait pas comme étant une pression, parce que ça faisait partie de notre quotidien, en fait. Donc on était conditionné à ça, et on avait cette arrogance positive de se dire que on était Anderlecht, et quand on arrivait en tournoi ou même en match, on venait pour gagner, on venait pour écraser les autres. Ce que je ressens moins aujourd'hui, en fait. Clairement. Ouais, vous étiez là pour honorer l'écusson d'Anderlecht. Hein, clairement, c'est ça. Et c'est ça que parfois, comme tu dis, je pense que les gens se méprennent. Nous, en tant que parents, spectateurs, on a l'impression que c'est de l'arrogance, mais tu as raison, je pense. Hein, c'est un détail que nous, on ignore souvent. En tant que sportif, il faut aussi avoir cette envie, peut-être, comme tu dis, arrogance positive. Exactement. Pense, vraiment. Parce que ça reste un sport de compétition. Et la performance est avant tout mentale aussi. Et un sportif qui n'est pas confiant en lui-même et confiant en ses capacités, et qui rentre juste pour faire son match, et qui n'est pas convaincu qu'il est meilleur que l'autre, c'est très compliqué. Donc, en fait, nous, on nous conditionnait naturellement, en fait, à ça. Et c'est pour ça qu'on avait peur de personne. Peu importe où on allait, faut savoir que fin des années 90 et début des années 2000, même les tournois internationaux raflaient tout. Clairement. Ouais, c'était connu. Hein. Ouais, c'était... Nous qui avons baigné dans le football, on connaissait beaucoup de joueurs, Anderlecht, dans différents clubs formateurs. On entendait souvent que c'était ça qui se passait. C'était souvent Anderlecht qui avait l'honneur de récolter les lauriers dans les tournois. Et Trésor, toi, comment tu le vis, ancien Anderlechtois, et le nouveau Anderlecht, comment tu le vis en tant qu'ancien Anderlechtois, le nouveau qu'on voit? Je parle plus de l'équipe première, de ses résultats, des choses comme ça. La disparition du champagne, c'est ça. Parce que c'est ça qui, quand même, allez, en tant que fan d'Anderlecht, en tout cas fan du football, moi je me souviens, il y a une époque, Anderlecht, c'était le football champagne, quoi. J'avais un plaisir à les regarder. Ouais. Moi, maintenant, ça devient très dur ces dernières années à regarder un match, en sachant tout ce qu'ils mettent dans la formation, hein, sachant que même chaque année, il y a encore des jeunes qui sortent de là, qui arrivent à un très bon niveau, malgré tout. Parce que si je te pose cette question, c'est parce que nous, en tant que Bruxellois, on était supporters d'Anderlecht, tu vois, même si on jouait dans d'autres équipes à ce moment-là, même rival, moi j'étais au RWDF à un moment, et là c'était vraiment la guerre. Exactement. C'était vraiment la guerre entre nous et vous. Et ça fait mal, en fait. Ça fait mal aujourd'hui, moi, en tant que plus supporter, ça fait mal de les voir et encore de perdre contre Zult la dernière fois ou des choses comme ça. Toi, maintenant, qui a vraiment vécu dans ce club-là, comment tu le ressens? Après, je pense que pour pouvoir se développer, avoir une projection sur du long terme, il faut de la stabilité. Et les dernières années, malheureusement, il y a eu beaucoup trop de changements et une mutation constante au niveau du club. Donc, c'est très compliqué. Et puis, maintenant, je pense que la nouvelle direction essaye aussi de faire revenir des anciens de la maison. Parce que pour moi, c'est important, pour garder l'ADN, l'identité d'un club, de travailler avec des anciens du club, comme le font des clubs comme l'Ajax.
J'étais une fois au Stade de Reims, ils travaillent avec des anciens de la maison, et comme plusieurs clubs avec qui j'ai pu discuter ou rencontrer, ils travaillent avec des anciens de la maison pour avoir une identité. Mais ils ont eu un ancien de la maison. Il n'y avait pas meilleur que Vincent Kompany. Exactement. Après, je pense que c'est souvent lié aussi à, je dirais, des perceptions en fait propres à chaque personne. Pour moi, c'était la personne clé, parce que déjà par son charisme, son aura et par son parcours, faut rester réaliste. Vincent avait cette capacité aussi d'attirer des joueurs d'un certain niveau qui venaient pour Vincent avant tout et non pas pour le club. Il avait une vision bien établie du haut niveau. Peut-être qu'il avait évolué à trop haut niveau. Ouais. Et peut-être sa vision du football moderne n'était peut-être pas comprise aussi par les gens qui étaient présents au club. Et c'est pas une critique par rapport à Anderlecht, c'est peut-être ça, et ça se ressent aujourd'hui, parce que c'est vrai que les gens étaient critiques par rapport à ses résultats au début, mais quand on regarde au niveau de la progression, chaque année, il a amélioré ses performances. Et moi, je reste convaincu d'une chose, c'est que s'il était resté au club, le club serait peut-être déjà champion, ou du moins jouerait chaque année les 2 premières places. Et même au niveau, on a vu que quand Vincent est arrivé, il a quand même lancé pas mal de jeunes. Clairement. C'est comme ça que Sambi Lokanga a été vendu également à presque 20 millions d'euros, je pense, à Arsenal. Ouais. On a ressenti en fait ce dynamisme et cette identité un peu Anderlecht qui revenait, et cette culture aussi de la gagne. Parce qu'il avait également dit lors d'une interview, quand on lui a parlé justement de la pression, Vincent expliquait que depuis que je suis petit, je vis dans la pression. Parce qu'à Anderlecht, en jeune, on nous a toujours obligés à tout gagner. Comme tu nous as dit, ouais. Exactement. Et je peux en témoigner parce qu'on est de la même génération avec Nico, donc on se rencontrait souvent, Vincent, moi, Anderlecht, contre le Nico et autres. Et même un club comme Molenbeek qui était très compétitif aussi. Clairement. Il était hyper compétitif. Ouais. C'était la bataille entre nous. Même si on gagnait toujours, mais il y avait... Non. Mettez des chiffres. Non, mon frère, moi, d'habitude, je suis d'accord avec Nico, mais là, j'ai plus que donner en podcast. Dans nos souvenirs, on va pas se mentir. Mais en tout cas, quand on parlait de football champagne, on parlait pas de Molenbeek, ça. Parce que tout simplement, on prenait les meilleurs du pays, et Vincent a sufflé en fait cette culture en fait de la gagne, parce que c'est ce que j'expliquais en fait à quelqu'un la fois dernière. Un jeune, quand il signe à Anderlecht, il faut qu'il ait déjà la projection vers l'équipe première. Donc il faut qu'il connaisse aussi la valeur de l'écusson qu'il porte, parce qu'en fait ça se transmet des jeunes vers la première. C'est ça l'ADN d'un club. Et en fait, dans tout le parcours de développement aussi du joueur, faut qu'il sache que l'objectif un jour c'est d'arriver en équipe première. Donc il faut qu'il apprenne la notion de la pression, de l'enjeu et l'obligation du résultat, pour qu'il n'y ait pas en fait un choc lorsqu'il va arriver en équipe première. Et même un jeune qui intègre une équipe, il faut qu'il vive déjà dans ça. Parce que sinon, il comprendra pas quand il arrivera là-haut. Et il faut dire une chose, c'est que nous, quand on était plus jeunes, on était déjà conditionnés à ça. Et c'est pour ça qu'on a vu des garçons comme Anthony et Vincent, quand ils sont arrivés, ils ont directement explosé. Parce que durant tout leur processus de développement, ils ont eu cette culture en fait de la gagne et cet ADN de la gagne. Ce qui est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui. Et puis, il faut pas se mentir aussi, on donne des contrats trop facilement aujourd'hui. Donc la pression peut-être vient de trop d'endroits, peut-être aussi, parce que comme tu dis, je pense qu'il y avait une bonne pression Bien qui sûr. était que pour les footballeurs, ils l'avaient que sur le terrain, alors que maintenant peut-être la pression vient un peu de partout. Mais ça, on va peut-être pouvoir en reparler avec le prochain, avec la suite de notre interview. Mais on va peut-être se centrer donc sur la suite de ta carrière, comment elle a évolué. Et puis, comment... je suis parti. Après, donc, j'ai fait mes classes en Anderlecht. Et puis, à l'âge de 14 ans, je me suis fait voir un tournoi au Stade de Reims. Je suis parti. À la base, je devais partir à Metz parce qu'il y avait un partenariat entre les deux. Et je l'ai mis la fois dernière au niveau d'un poste. Et j'en parle en toute transparence. C'était un mauvais choix. Un très mauvais choix de carrière. Ça a été compliqué pendant plusieurs semaines, il me semble. Hein, oui. J'ai vu ton... Exact. J'ai permis de regarder et c'était très intéressant. C'était pas un choix intelligent parce que c'est pas de la prétention aucune. Nico est de ma génération. J'étais super bien coté en Anderlecht, même en Belgique. J'ai été influencé par l'Euro 2000, la Coupe du Monde 98, les centres de formation français qui avaient une très bonne cote. Hein, et qui, même encore aujourd'hui, parce que effectivement. ça reste le deuxième exportateur au monde en termes de jeunes talents, hein, avec l'île de France et toutes les... À un moment donné, ils sont même passés devant le Brésil. Oui. Mais le Brésil est un vivier tellement riche, donc la France est encore considérée. Donc moi, j'ai été influencé par ça, et ça a été un mauvais choix de carrière, parce que aujourd'hui, je peux le dire, j'ai 14 ans, Anderlecht convoque ma famille, et à l'époque, pour qu'Anderlecht donne quelque chose ou paye,
Et c'était prêt à prendre en charge beaucoup de choses. Il fallait que le talent soit là et qu'ils sentent qu'il y avait quelque chose Bien derrière. sûr, ils étaient même prêts. Moi, j'ai été élevé par ma grande sœur et mes grands frères. Ils étaient prêts même à prendre en charge aussi les frais liés au loyer de la maison. Aujourd'hui, je peux en parler. Donc, quand un club aujourd'hui est prêt à faire ces efforts-là, c'est qu'on croit en toi. Bien sûr. Et malheureusement, à l'époque, je le dis, mon environnement, je dis pas qu'il est pas sain, mais il ne comprend pas les réalités de cet écosystème. C'est pas qu'une carrière, ça se construit. Et que rester dans son club formateur, ça va peut-être te donner plus facilement accès à l'équipe première parce qu'il y aura un investissement qui aura été fait. Et en partant à l'étranger, tu dois tout reconstruire. Tu dois te réacclimater à tout, hein, c'est ça. Un nouvel environnement, tu dois faire ta place, tu arrives dans un écosystème qui est haut, tu dois t'adapter par rapport aussi à la scolarité, c'est un nouveau marché, c'est une nouvelle pression qui se remet sur les épaules. Une nouvelle pression aussi, il fallait aussi le temps d'adaptation parce que tu vis loin de la maison. Je suis pas rentré à la maison avant quasiment 3 mois. Le premier mois, il était dur, je pleurais tous les jours. Donc, tout ça a fait que c'était pas un choix intelligent, le départ à Reims. Et puis, ouais, c'est ça qu'aussi beaucoup de personnes ne comprennent pas dans le football, parce qu'ils disent toujours, il y a de l'argent, tout est facile. Il y en a beaucoup, toute leur vie, ils vivent dans leur maison, papa, maman, on les prend en voiture, on les dépose à l'école, on vient les chercher. Mais quand tu as eu ça tous les jours, et qu'un jour on te dit, voilà, maintenant tu vas à 250 km de chez toi, encore à l'époque on n'a pas les portables comme aujourd'hui, tu es tout seul dans ta chambre, et ben, c'est pas facile. C'est très dur, et puis il faut savoir aussi que la compétition, elle est plus relevée parce que le pays est déjà plus grand. Ouais. Il faut savoir aussi que tu dois aussi t'imposer. Aussi dans un vestiaire. Moi, j'ai pas de souci, je venais de Bruxelles. Donc, à Anderlecht, si tu veux survivre, tu dois avoir de la personnalité. Donc, par rapport à ça, m'imposer avec les gars de Paris et autres, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y a 15 ans, on peut aller chercher en Afrique, on peut aller chercher au Brésil, avant qu'il y ait la réforme FIFA et autres, parce que l'histoire du FC Barcelone. Mais il y a tout ça aussi. Donc, et puis naturellement, un club va aussi protéger ses joueurs formés au club. Là où moi, j'aurais été peut-être plus protégé aussi en étant Anderlecht parce que j'étais un gamin du club. Donc, tout ça a fait que ça n'a pas été un choix intelligent. Et puis, je suis arrivé, je suis revenu après 2 saisons. J'ai intégré le FC Brussels. À 17 ans, il y a Ferreira qui est venu me trouver, qui m'a dit, voilà, il faut que tu montes avec l'équipe première à entraîner. Puis, on a eu une réunion aussi avec Vermersch à l'époque. Et il me demandait d'arrêter l'école. Vermersch, qui est le président... qui était président du club à l'époque. Ouais. Mais je devais arrêter l'école et en contrepartie d'un contrat à 600 €. Ma famille a dit, faut pas déconner, il est en dernière année à l'école. S'il lui arrive un truc, il faut qu'il ait un... Donc, il fait une garantie pour le futur. Exactement, une garantie pour le futur. Et donc, du coup, et ça a été proposé quand? Après un match de Lokeren, où j'ai fait une super belle prestation. Et c'est cette fois-là où il y a même Aberdeen qui est là. Non, c'était Hibernian Édimbourg, qui vient parler aussi à ma sœur et autres à l'époque. Et pour finir, j'accepte pas ces conditions-là parce que il faut une sécurité. C'est peut-être... Aujourd'hui, je sais pas dire si c'était un bon ou un mauvais choix, mais à l'époque, quand tu viens d'une famille où les gens ont étudié, ils se disent, attends, il va arrêter sa dernière année d'école. Totalement. Ouais, bien sûr. Et c'est là que on voit aussi que les gens, ils pensent que dès le premier contrat pro, on a des millions, on est dans une autre époque. Il faut bien comprendre que c'est pas le même football qu'aujourd'hui. Peut-être il y a des contrats qui sont beaucoup plus gros aujourd'hui. Tout à fait. On le sait. Mais voilà, à l'époque, c'est un très bon contrat parce que y a pas beaucoup de gens qui gagnent ça à ce moment-là. Beau contrat, ça, je sais pas dire parce que c'est pas un contrat énorme, mais c'est un peu une première confiance qu'on témoigne en un joueur. Après, naturellement, ça, c'est une première offre qui est faite. Mais j'ai même envie de te dire, en fait, c'est un peu ça le mensonge et l'hypocrisie du football, comme tu dis. C'est que déjà, c'est une autre époque. Même aujourd'hui, les joueurs mentent sur leur contrat. Moi, aujourd'hui, je parle de ça de manière authentique parce que c'est ce qu'on m'avait proposé à l'époque. Et je fais ce choix-là. Donc après, je suis approché par la Gantoise. Je vais là-bas, je suis avec l'équipe réserve et qu'on sort. Et à la fin d'un entraînement, parce qu'on avait fait un match réserve première, et il y a Georges Ekens qui vient me trouver et qui me dit, écoute, Trésor, est-ce que ton agent peut m'appeler? Et je vais pas dire le nom de l'agent parce que voilà, je vais préserver son intégrité. On n'est pas là pour... Non, mais le dit, si on le connaît, on comprend. Pourquoi il a fait du mauvais travail? Comme on dit, on va préserver son intégrité et je suis pas là pour dire du mal de lui. Donc, non, c'est pas le but de l'émission, on n'est vraiment pas là pour ça. Et il me dit, dis avec ton agent, il m'appelle parce que je t'aime beaucoup. Mais dit qu'il m'appelle pour qu'on puisse discuter. Et donc, j'appelle l'agent, je lui dis, écoute, voilà, il faut que tu appelles Georges Ekens. Ok, pas de souci, je vais l'appeler. Le lendemain, il m'appelle pas.
Et je le rappelle encore, j'ai ce que tu as eu, Georges Lekens. Il me dit, attends, je vais l'appeler. Donc, il l'appelle, il me revient par après. Il me dit, écoute, Trésor, il t'aime beaucoup et tout ça, il aime bien ton profil, mais il dit que tu dois encore t'aguerrir. Mais t'inquiète pas, on va aller aux Pays-Bas, il me dit. Moi, à l'époque, je fais confiance. Parce que tu es un jeune joueur, tu connais pas l'environnement football. Et c'est un gros agent quand même, donc tu lui fais confiance. Malheureusement, je me blesse. Je me fais une pubalgie. Il appelle le club derrière mon dos et il dit au club que je vais plus revenir. Donc moi, à l'époque, je me fais soigner chez Olivier Bequelars, que je remercie. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, la pubalgie, elle n'est pas traitée comme maintenant. Clairement. Parce que la médecine, les soins, les traitements, tout a évolué au niveau des clubs. Il suffit de voir aujourd'hui dans Languedoc ce qu'ils ont mis à disposition des jeunes joueurs. On n'avait pas tout ça à l'époque. Donc un jour, j'appelle le coach, je lui dis voilà, je suis en train de faire ma revalidation, je vais peut-être revenir. Il me dit non, mais ton agent, il a appelé et il a dit que tu vas plus revenir. J'ai comment ça? Il a déjà appelé le club et autres. Il m'a jamais dit. Et un jour, je vais voir un match de football. C'était Anthony qui jouait Vandenborg avec le genre en équipe nationale, donc je vais les voir jouer. Et à ce moment-là, je croise Manu Ferreira, et qui venait voir aussi mes matchs et qui me dit mais pourquoi est-ce que tu n'as pas signé à Gand? J'ai comment ça, j'ai pas signé à Gand? Est-ce qu'on t'a pas dit que Gand voulait te faire signer et te prêter après à Courtrai? On me l'a jamais dit. Ouais. On me l'a jamais dit. Et là, mon front, il tombe parce que je suis encore en phase de récupération et tout. Et à cette époque, je me retrouve sans club. Et à ce moment-là, tu avais quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans, donc c'est encore assez jeune dans une carrière. Bien sûr, c'est super jeune. Et où je lui en veux un peu, c'est que s'il avait accepté ce contrat-là, même si j'étais blessé, j'aurais été traité différemment. Et j'aurais été blessé dans un club professionnel. Et puis, ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que moi, après, je finis par rebondir à l'Union en deuxième division avec Peter Momart. Et c'est encore là l'année où je joue avec Nicolas contre Nicolas, lui dans un club de deuxième division. Et il faut savoir que Courtrai, cette saison-là, joue la montée et il monte en première division. Encore plus de déception. Donc, ça veut dire que à ce moment-là, si je suis dans un club comme Gand et que je suis prêté à Courtrai, j'appartiens à un club de D1 et le club où il me prête, il est en D1. Clairement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le parcours d'un joueur, il tient qu'un fil, en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un facteur chance que parfois on peut pas mesurer aussi. Bien. Ici, j'ai même envie de dire que c'est même pas de la chance. Non. Parce qu'aujourd'hui, tu es passé de l'autre côté, on verra ça après. Ouais. C'est un agent qui a décidé, parce que lui, il avait peut-être des commissions à les prendre en Hollande ou je sais pas c'était quoi son projet, tu vois. Mais il te propose quelque chose qui, à ce moment-là, n'est pas le bon pour toi, aller en Hollande, or que tu peux signer à Gand. Tout à fait. Le Tika, moi, je vais être honnête avec toi, on est ici pour parler de manière authentique. Bien sûr que c'était pas intéressant pour lui, parce que peut-être que le contrat qui m'était proposé en termes de commission n'était pas intéressant pour lui. Mais sur le plan sportif, il était intéressant pour moi. Et lui a peut-être eu une approche court-termiste, mais dans le développement du joueur, on en parlera un peu plus tard par rapport à ma perception de ce milieu, ça dépend ce que tu recherches. Est-ce que tu recherches du court terme ou est-ce que... Ouais, c'est ça, quelle était sa philosophie, lui, en tant qu'agent à ce moment-là. Exactement, parce que pour le même prix, à 19 ans, ok, je me blesse, mais je reviens, j'ai 20 ans. Et si tu joues en première division, c'est une autre histoire. Et moi, j'ai dû faire le parcours du combattant, aller à l'Union, après aller à Tubize. Mais imagine, sur ces 4 saisons-là, tu en fais juste une bonne. C'est ça aussi le football, c'est que l'ascenseur social, il va très vite. Et parfois, tu écris pas ton histoire même en une saison, même en 6 mois. Ça dépend ce que tu donnes sur le terrain, le contenu. Et entre un joueur qui a 20 ans et 24 ans, au niveau de l'âge, ça fait une grosse différence. Donc, c'est comme ça qu'après, je fais Tubize. Je suis vu par Felice Mazzu, que je remercie aussi, parce que il m'a aussi donné très grand coach. Une très bonne personne aussi humainement. Parfois même peut-être un peu trop dans cet environnement football. Là. Tu vois, c'est peut-être une personne un peu trop bonne. Et puis après, je finis par signer au Berscott. Et puis, c'est pas un bon choix pour moi aussi sportif, parce que, et c'est un conseil que je vais même donner à tous les jeunes. Moi, en fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, c'est la direction qui veut me faire signer. C'est pas l'entraîneur. Et ça, c'est un... Et donc, par là, tu veux dire que c'est pas forcément l'entraîneur qui te voulait, en fait, c'est ça? Ouais, c'est la direction. Voilà. Parce que moi, c'est la direction qui m'avait vu et c'était pas l'entraîneur qui me... Parce que ça peut avoir beaucoup d'incidence sur ton parcours dans le club, en fait. Enfin, bien sûr, parce que c'est l'entraîneur qui fait l'équipe. Ouais. Et si toi, tu rentres pas dans sa philosophie de jeu, dans son système de jeu ou autre, puis il faut savoir qu'à l'époque, l'entraîneur qu'on a, il n'est pas grand ami non plus avec le directeur sportif.
Donc déjà, en plus, il y avait des tensions entre eux. Parce qu'ils avaient travaillé tous les deux dans un autre club en Belgique, un gros club belge, et ils s'entendaient pas super bien. Et il faut savoir que cette anecdote, elle est réelle. C'est qu'en pré-saison, le 1er septembre, tous les joueurs qui étaient arrivés par le directeur sportif ont été renvoyés dans le noyau B. Moi, j'en étais 1 ou 2 joueurs à être restés encore en équipe A. Ouais, c'est ça que on verra aussi. Et là, je vais me tourner un peu vers Nico parce que malgré tout, toi qui es coach, c'est vrai que tu vas dire à ta direction, je veux tel joueur. Mais si on t'amène un joueur de qualité comme Trésor, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pas toi qui l'amènes. C'est pas ton choix. Comment ça se passe dans ce cas-là? Non, moi, justement, c'est que, avec l'expérience, c'est qu'aujourd'hui, je traite vraiment tous les joueurs identiquement, tu vois. C'est que, je pense que certains coachs qu'on a eus, ils faisaient jouer leur 11 de base et le reste était mis un peu de côté, tu vois. Et donc, c'est pour ça que tenir un groupe toute une saison, c'est très difficile. Mentalement, on va dire, rester là ou des choses comme ça, c'est très, très compliqué. Donc maintenant, en tant que coach, ma vision, c'est de calculer chaque joueur identique. Vraiment. Et si, par hasard, tu ramènes un joueur avec les qualités que Trésor avait, obligé qui va faire jouer, que ce soit la direction, que ce soit n'importe qui l'ait ramené, cette personne doit jouer. Et tu sais, par rapport à anecdote, à l'époque, vous connaissez peut-être Wamberto, qui a joué à la Jacques. Il est parti dans les bureaux, parler pour dire comment ça se fait qu'il joue pas. Vous devez le faire jouer. Et je le remercie parce que même lui-même l'avait jamais dit. Mais j'ai fini par apprendre qu'il était parti dans les bureaux pour dire comment ça se fait qu'il joue pas. Parce que celui qui joue à sa place ne mérite pas de jouer plus que 13 heures, en fait. Donc, et que t'aies même pas reçu cette chance-là. Après, c'était peut-être aussi lié au contrat que j'avais aussi signé, parce que j'avais des grosses primes, et on sait par après que le club a fait faillite. Est-ce que c'était ça? Parce qu'en fait, on m'a même pas donné l'opportunité de m'exprimer, en fait. Et ce qui est le plus triste, c'est que je fais toute la pré-saison, et puis il faut savoir que, en général, le dernier match que tu joues de championnat, l'équipe qui commence le 11 est l'équipe qui va débuter. Et on joue contre une première division hollandaise. Avant ça, on joue contre Groningen. À l'époque, il y a encore Virgil van Dijk qui joue là-bas. Et le dernier match, on va jouer un match aux Pays-Bas. Et je commence titulaire, en 11 de base. Et puis, je sais qu'il y a Peter van der Heyden qui signe, qui était l'ancien de Schalke et autres. Après, qui joue, qu'il ait plus d'expérience. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais je suis même pas convoqué. Alors que j'étais titulaire le dernier match. Et tu sais comment ça se passe au football. Le dernier match avant la reprise. Ouais. Le groupe qui est convoqué. C'est généralement celui qui commence. Et je suis même pas convoqué. Donc, il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient quand même assez troublantes. Mais comment tu l'as pris à ce moment-là? T'as pas le choix, tu dois continuer à travailler. Tu dois pas lâcher. Et puis, j'ai toujours continué à m'entraîner avec le noyau A. Puis, je jouais des matchs avec l'équipe B. Et en janvier, il y a le mercato qui arrive. Et je parle avec Louvain. Parce que l'entraîneur adjoint de Louvain, il me connaît depuis que je suis tout petit, en fait. Et il était entraîneur en équipe B. Et on discute avec Louvain. Eux, ils m'apprécient, ils veulent même que je vienne. On parle aussi avec Westerlo. Parce qu'à l'époque, même Sidibé, il est parti là-bas Ibrahima Sidibé, qui je suis resté en contact avec lui. Il part aussi à Westerlo. À Westerlo, on discute aussi avec eux et autres. Et je reçois un appel à l'époque du directeur sportif qui me dit « Écoute, Saint-Nicolas a appelé. » Moi, je dis « Comment ça, Saint-Nicolas ?» Je regarde le classement. Des deux, il y avait 20 équipes à l'époque. Ils sont 19e. J'ai dit « Attends, tu vas pas me prêter chez l'avant-dernier ?» Et j'ai dit « Si, fait lui, sérieux quoi. Moi, je suis le directeur sportif. Écoute, moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. C'est pas un prêt, ça. » Et il me dit « Non, écoute le juste. Et si tu l'écoutes, mais t'es poli, tu montres quand même pas un intérêt, mais tu montres de la courtoisie. » Donc moi, il m'appelle, je suis honnête avec lui. Je lui dis « Écoute, moi, sincèrement, je vous remercie pour la proposition. C'est très gentil de votre part. Mais voilà, moi, j'étais en D2 où on a joué quasiment le tour final. Là, je vais en D1. Le but, c'est de jouer en D1. Si Berscott, il me donne pas cette chance-là, moi, il y a 2 clubs ici qui sont potentiellement intéressés. Et même intéressés même. Et je rappelle le directeur sportif. Donc, il me rappelle, il me dit « Ouais, pourquoi tu lui as dit non? Pourquoi t'as pas envie ?» Mais attends, tu m'as appelé à 10 minutes. Tu me dis demander d'être sur toi. Et maintenant, tu réagis comme ça. Moi, je t'ai dit que j'allais y rester poli, mais j'ai pas envie d'aller là-bas. Ok. Après, il y a les fêtes de Noël.
À l'époque, il y avait les fêtes de Noël. C'était pas comme maintenant où maintenant ils jouent même pendant les fêtes, jusqu'au 26 et au 2. Oui, il y a quasi Donc, plus de trêve. Hein. Voilà, à l'époque, il y avait la trêve, les gens repartent en Amérique. Bah, aussi, Voilà, ouais. ça a duré vraiment Et un mois de coupure. Ouais. C'est 2 semaines. Ouais, deux Ouais, semaines on avait. Et je peux même pas faire la pré-saison. Donc, tu sais, la pré-saison hivernale, là, Mhm. où ils partent en stage en Turquie. Ouais. Ouais. Je peux même pas y aller. Ouais, c'était déjà mauvais signe, quoi. Ouais. Donc, en fait, vous m'empêchez d'aller en première division. Et c'était même pas des clubs qui étaient concurrents. Mais c'est même plus intéressant pour vous. Parce que si après vous me gardez pas, c'est une exposition pour moi, même peut-être pour me revendre après ou autre. Clairement. Donc je peux pas partir. Et je suis renvoyé dans le maillot B même avec, à l'époque, Adnan Kustovic. Mhm. Et ça continue. J'ai Molenbeek qui vient. Il y a certains clubs de D2. Et puis ils disent, ben voilà, si tu vas là-bas, ils doivent couvrir tout ton salaire. Les clubs ne vont pas couvrir tout le salaire du... Et c'est comme ça qu'en fait que je suis resté. Donc la saison, elle se termine. Ils insistent encore pour Saint-Nicolas. J'étais en vacances, je me rappelle, en Indonésie. C'est l'année où je me marie. Et ils m'appellent à 4 heures du matin, heure de là-bas. Oui, voilà, Saint-Nicolas est encore revenu. Oh, j'écoute, il est 4 heures. J'étais déter, resté. Mais oui! Bah oui, arrête de mettre ton profil. Je viens, je suis en voyage de noces, on va marier en voyage de noces. Et regarde, le championnat, il reprend la saison reprend le 18, c'était le 18 juin. On est le 28 ou le 29. Quand je reviens de vacances le 10-11, il y a encore une semaine avant la reprise. Si tu veux, on se voit et on peut discuter. Le gars m'a encore rappelé. Oui, si tu vas pas, tu vas dans le maillot B et autres. Non, maintenant, c'était des pressions. Ouais, les menaces commencent. Donc, Ouais. j'ai même pas pu reprendre avec l'équipe A, l'une. Je pouvais plus avoir accès au vestiaire. Je pouvais plus manger. Ouais. Donc, tous les droits d'un footballeur professionnel, en fait, je les avais plus. Ça, c'est une réalité aussi. Ouais. Clairement. J'avais plus accès à ça. Les matchs en réserve, je pouvais plus jouer. Je pouvais juste m'entraîner avec la réserve, je pouvais même pas jouer. Donc, t'as plus de rythme. À ce moment-là, j'appelle mon avocat, je dis, c'est quoi? Je dis, à un moment donné, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais quand t'es jeune, t'as pas tous les outils. Et à l'époque, l'agent qui m'avait fait le deal, il disparaît quand ça devient difficile. Je le vois plus. Je peux au téléphone. Et pour finir, l'avocat, il envoie quand même une lettre en disant, écoutez, que vous le mettez en maillot B, mais il a quand même droit à avoir accès aux infrastructures. aux infrastructures. Il est quand même contractuel, les pros et autres. Alors, ils font quoi? Ils m'envoient jouer un match un match amical avec l'équipe première. Ouais, tu vas aller jouer avec l'équipe première. Mais je sais que ce match, c'est en fait un piège aussi. Parce que comme je suis en manque de rythme, c'est l'histoire de me tuer. Ouais. Parce que je peux juste m'entraîner, mais je peux pas jouer. Malheureusement, pour eux, je fais un bon match. Je joue dans l'axe de la défense avec Frédéric Briand. Et je fais un bon match. Donc, malheureusement pour eux... Ça se retourne un peu contre eux, en fait. Voilà. Et moi, Adrien Coster, il vient me parler, il me dit, écoute, Trésor, logiquement, je devais te faire commencer la saison avec nous. Mais moi, j'ai reçu une directive comme quoi je peux pas te prendre. Ça, c'est aussi la réalité du football. Ouais. Que les gens ne savent pas. Ça veut dire qu'il avait même pas le droit de me prendre, en fait. Donc, j'ai même pas pu, parce qu'il dit quand une nouvelle saison arrive, logiquement, tout le monde a droit à avoir sa chance. Donc, moi, j'ai même pas eu cette chance-là. Et c'est comme ça qu'en fait, le dernier jour du mercato, je signe au West Star, en fait. Et puis après, on fait une très bonne saison. Et malheureusement, la faillite du club. Et après, voilà, j'ai encore eu des mésaventures avec certains agents parce que j'ai fait confiance. Et puis, tu sais pas ce qu'ils vont raconter. Puis, le cycle de blessures a commencé un peu à s'installer. Et puis, je pense qu'aussi, quand malheureusement, t'es pas bien dans ta tête aussi, ton corps aussi, tu sais, quand ta tête ne suit pas, ton corps aussi, malheureusement... Ouais, c'est un peu le sujet qu'on a évoqué avec Nico. À partir de quel moment, toi, tu t'es dit, voilà, là, c'est le bon moment pour que j'arrête? Mon corps commençait un peu à lâcher. Et puis, où j'ai vraiment décidé de penser que c'était la fin, c'est que je me suis mal soigné aussi. J'avais une blessure au niveau de la plante des pieds. Et je me suis pas bien soigné. Et à l'époque, je reçois un agent m'appelle, il me dit, écoute, il y a un entraîneur aux Pays-Bas qui te connaît, qui t'aime bien, et cette équipe jouait pour monter aussi. Et il t'aime bien, parce qu'avant ça, je devais normalement signer à l'Union Saint-Gilloise. Pourquoi j'ai pas signé? Peu à son âme, c'est le monde du football, c'était Guy Brison. Mhm. Comme à l'époque, quand j'ai quitté Tubize et qu'ils n'ont rien touché, il a gardé un peu une rancœur vis-à-vis de moi, parce qu'en fait, il m'avait appelé au bureau, j'ai pas voulu signer.
J'étais avec mon frère, j'ai dit non, j'ai pas envie de re-signer. Donc je pense qu'il avait gardé une certaine rancœur. Et à l'époque, Drazen, il me fait venir à l'Union, c'est l'année, il remonte en 2e division. Et il me dit, écoute, Trésor, moi, j'aimerais te voir 10 jours à l'entraînement. J'ai même pas fait 10 jours, j'ai fait 3-4 jours. Il me dit, écoute, pour moi, c'est bon. En plus, t'as l'expérience, t'as déjà joué en D2, t'es une formation. c'est en D1, donc. Connaissez un peu ton CV aussi. Ça va être un apport pour l'équipe. Qui s'est opposé à la signature? C'était Guy Brison. Tout le staff était d'accord pour signer. Et Brison s'y opposait. Et puis, j'ai eu, j'avais déjà un peu aussi mes soucis au niveau de la plante des pieds. Et c'est véridique cette histoire, et elle est triste, et c'est là où j'ai commencé un peu à... Je suis à l'hôpital pour justement mes problèmes, et je reçois le coup de fil de cet agent qui me dit, qu'il regardait un peu pour moi, et qui me dit, cet entraîneur, il te connaît, il t'aime bien, est-ce que ça te dit de venir? J'écoute, je suis à l'hôpital, ça va vraiment pas. Et le malheur de cette histoire, bien pour eux, mais mal pour moi, cette équipe, elle remonte en première division Pays-Bas. Ouais, ça aurait pu une dernière danse. Et là, tu t'écroules après. Ouais. Et puis là, tu t'es dit, et puis ça m'a pris tellement de temps. Après, j'ai dit, il faut commencer à penser aussi à l'après. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai lâché le truc, en quelque sorte. Et comment tu l'as vécu une fois que ça s'arrête? C'était très dur. C'était très dur. Les joueurs de football ont du mal à en parler, mais moi, j'ai connu la dépression. Parce qu'il faut pas se mentir, le statut de footballeur, c'est quelque chose dont on a tous rêvé, on a travaillé dur aussi pour ça. C'était pas facile. Déjà, signer un contrat pro, c'est très dur, ça tu le sais aussi. Parce que les statistiques aussi le montrent. Sur 20 000 jeunes, il n'y en a qu'un qui signe pro. Des chiffres que la plupart des gens n'ont pas conscience, je pense. Bien sûr. C'est ça le vrai problème aussi. Tu vois aussi tous tes efforts. Tu fais un retour en arrière. Et puis, naturellement, tous les espoirs qui reposent aussi sur toi. C'est dur aussi de vivre ça. Tu vois, tous les gens qui ont cru en toi, qui ont espéré, et tu as l'impression que tu les déçois. Toi-même, par rapport à tes propres objectifs, tu te dis, en fait, j'ai pas atteint ma photo finale. Même si, dans le fond, ton parcours n'a pas été facile, et c'est pas donné à tout le monde, parce que beaucoup avaient déjà lâché bien avant. Bien sûr, c'est ça. Quand ça devient compliqué. Et toi, juste à ce moment-là, encore, tu avais quel âge? Juste pour bien situer. Moi, quand ça devient un peu compliqué, j'ai 26, 27 ans. Ouais, ce qui est jeune, parce que la carrière d'un footballeur, on oublie souvent de le dire, c'est assez jeune. Les gens ne se rendent pas compte, parce qu'on est toujours aveuglé par l'argent, tout. Mais c'est assez jeune, une carrière de footballeur. Donc, bien sûr. T'as commencé à 7 ans, avec tout ce qui s'est passé au niveau de ta formation, et là, 26 ans, c'est super jeune. Ouais, 26, 27, un truc comme ça, et je sens que ça devient un peu compliqué, et c'est là que je flanche en quelque sorte. Donc ça a été très dur. Heureusement, j'ai une femme qui est bien, qui m'a soutenu, mon environnement aussi. Et puis tu sais bien aussi, quand tu joues au football, t'es pro, tout le monde t'appelle. Ouais. Clairement. Et quand ça s'arrête, plus personne te calcule. Même les gens à limite te disent pas bonjour dans la rue. On fait comme si on te connaît. Ouais, tu changes de statut, Exactement, c'est une réalité. Tu changes de statut. Et puis, on l'avait évoqué, je pense, Nico, la dernière fois, c'est que lui, il avait même dit, même le train de vie change, parce que lui, pendant des années, était formaté à avoir des entraînements. Exactement. Et rien que ça, il avait plus d'entraînement, il avait presque du temps libre, d'une certaine manière. Mais moi, je vais un peu t'expliquer, on en avait parlé dans le dernier podcast, mais moi, quand j'ai arrêté, ça m'a fait un bien énorme, en fait. C'est que, ok, il y a la dépression qui arrive un peu par après, mais sur le moment même, ça m'a fait un bien énorme de partir en mars en vacances, d'être un peu plus libre, de pas devoir aller se dépêcher pour aller à l'entraînement, tu vois, des choses comme ça. Ça m'a fait du bien. Mais se dire dans la tête que c'est la fin du game, là, j'étais pas prêt encore à cette chose-là. Et où je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai commencé à devoir travailler. Parce que avant le travail n'existait pas pour nous, et nous dans notre tête on s'était toujours dit on va jamais travailler, on va vivre de ce qu'on sait faire depuis qu'on est petit. Exactement. Et c'est au moment où j'ai mis le pied au travail que là je me suis dit waouh, là c'est compliqué. Et j'ai eu la même chose que toi, le même ressenti. Et j'ai travaillé, c'est dans le secteur du sport, donc c'est ce que j'aime. Et je travaille de 14h à 22h. Je suis rentré à la maison, j'ai pleuré, j'ai tenu ma tête, j'ai fait putain. J'ai dit waouh. J'ai dit je m'entraînais matin, après-midi. Je gagnais ma vie avec ça. J'étais passionné. J'avais une voiture du club. J'avais j'avais. Et là, tu vas travailler comme tout le monde de 14 à 22. Et un jour, c'est un mec, il me voit dans la salle de sport, il me dit, hey, t'as pas joué au foot, toi? Parce que moi, j'en parlais pas, tu vois. C'est dur un peu de... Ouais.
Et je dis, ouais. Il me dit, ah, mais j'ai entendu, j'ai vu que t'avais joué là. Il me dit, et pourquoi t'en parles jamais? Je dis, parce qu'en fait, c'était dur, en fait, d'en parler. Parce que t'as pas été où tu souhaitais. C'était pas de la frustration, mais c'était de la tristesse, en fait. Et c'est pour ça que même dans mon parcours, moi, je pense que même, j'en parlais la fois dernière avec Gérard Lifonjo, on en rigolait, quand j'ai fait de la boxe, c'était une manière, en fait, d'extérioriser, en fait. Et c'est pour ça que je suis sorti à un moment donné, même du milieu du football. C'était une forme de fuite, en fait. Ouais. Et Échappatoire un peu par ma rapport à femme tout cet me accomplissement. disait, en fait, tu dois repartir dans ce milieu travailler parce que tu as un parcours riche, tu as des choses à partager. Mais pourquoi? Mais j'osais pas le dire. Oui, tu t'en rendais peut-être pas compte à ce moment-là précisément aussi. Mais parce que je faisais mon deuil, en fait. Ouais. C'est ça la réalité. C'est que Ouais, c'est ça. je faisais mon deuil et j'étais dans cette dépression, j'étais dans le déni, et c'était dur, en fait. Et quand tu voyais les gens à la télé, c'est pas que je me disais, ouais, j'aimerais être à leur place. Non. C'est que j'aurais aussi aimé être avec eux. Ouais. Parce que tu sais que tu été avec la plupart en jeune, et au niveau de talent, t'étais pas inférieur à eux, peut-être même parfois même Vraiment meilleur. pas, hein. Clairement, vraiment pas. Hein. Tu vois, donc c'est tout ça en fait, parce que voilà, envier quelqu'un, non, jamais, parce que une personne, si elle est quelque part, c'est qu'elle a mérité de par son travail, ses efforts et autres. Surtout que vous les avez côtoyés, donc vous savez par quoi ils sont passés. Donc Exactement. Je pense que moi, je comprends vraiment ce que tu veux dire. C'est pas de l'envie, c'est pas de la jalousie, ou Non, comment non. certains pourraient le penser. Non, mais c'est comme tu dis, vous avez côtoyé. Et Surtout la génération dans laquelle on sort, tu vois, Totalement. c'est une des meilleures générations, tu vois. Donc, comme Trésor a dit, allez, on les voit à la télé, ça nous fait quelque chose, mais justement, on est content pour eux. Clairement. On est content pour eux, on a grandi avec eux, on a joué avec eux, on est content pour eux. Mais il y a toujours ce petit truc où se dire, mais si on aurait donné peut-être ce petit truc en plus, Et pourquoi pas, tu vois. Et puis, il faut aussi reconnaître une chose. Et puis, j'ai commencé aussi à faire aussi mon introspection aussi. Moi, c'est pour ça que, aujourd'hui, j'en parle librement. On n'a peut-être pas toujours eu aussi la bonne attitude. Parce que tu peux pas remettre la faute constamment sur les autres. À un moment donné, je pense qu'on s'est embourgeoisé aussi. Parce que tu commences à gagner des sous, t'as une voiture du club, tu vas en boîte, tout ça, si. Et en fait, ça a été une grosse erreur de notre part. on commence à voir les choses trop faciles. Exactement. Et je pense que, en fait, quand tu avais un pied, c'est là où tu devais encore plus travailler. Mettre le deuxième maintenant. Et je pense qu'on n'avait pas la culture du travail, de l'effort comme ça. Mais je pense qu'aussi, on était livrés aussi à nous-mêmes. Tu sais, aujourd'hui, Nico, il peut partager, je peux partager, mais nous, on n'avait pas ça. Si moi, j'avais quelqu'un qui m'avait pris comme aujourd'hui, moi, je fais avec les jeunes. Je les conseille, je les accompagne, je les conditionne. Je leur explique aussi ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Nous, on n'avait pas ça, Nico. On n'avait pas ça, mais au moment où on l'a eu, par exemple, à Moucron, coach Albert, des choses comme ça, était là pour et me remettre sur les droits chemins. Mais à ce moment-là, je l'écoutais pas. Exactement. Tu vois, je l'écoutais T'avais pas. un peu la tête trop dure aussi à ce moment-là. C'est ça. Et surtout, il a dit, on s'est embourgeoisé, on était là, on voyait aussi les... Vous vous êtes déjà vu en fait. Allez, on vivait avec toi, on pensait déjà à profiter de ça. C'était Bien sûr. clairement. Bien sûr. Clairement. Et c'était une grosse erreur. C'est une grosse erreur, ouais. C'est une grosse erreur. Mais maintenant que je suis coach, et j'ai donné ce discours hier, en fait, dans le vestiaire, c'est que, justement, nous, on n'a pas écouté les plus âgés que nous. Mais maintenant, je remarque que les jeunes n'écoutent toujours pas. N'écoutent toujours pas. C'est une autre génération, mais qui refait les mêmes erreurs en fait. C'est ça. qu'on va Et en dire. fait, quand je leur raconte mon vécu et de comment j'ai réagi, les bêtises que je faisais, j'espère que ça va les aider. Mais il y en a quelques-uns que tu vois que ça intéresse pas. Tu vois, ils sont dans leur philosophie et c'est dur de la changer. Tu vois. Et puis, on n'avait pas. Tu sais, aujourd'hui, j'en parle parce que c'est passé, mais c'est là que tu vois qu'on était même stupides. On va jouer le match du maintien quand l'Union est en D2 contre Ostende. Et on descend. Mais le soir, on est au carré. C'était ça. Hein. C'était trop important les dimanches. Mais c'est là que tu te dis, mais on était bêtes. Les gars, vous venez d'être relégués. Et vous êtes au carré. Et tu sais, même l'Union, à un moment donné, en deuxième division, on commence super bien la saison. On est même premier au classement, même premier au deuxième. Et dans l'équipe, il y a David Abarojira, Nicolas Kondimana, on est avec Siani. On est en train de performer. Après, t'as le petit Kadji qui arrive, il y a le petit Moukoulou. Donc, on est deuxième la première partie. Ouais. Tous les dimanches.
Ça, c'est David Henrique, ça. Non, Ouais, c'est tous les dimanche, t'as dimanches, sorti. tous les dimanches. Et maintenant, j'en parle parce que, voilà, maintenant, ça fait très longtemps et je pense qu'on est ici aussi pour transmettre. Ouais, ouais. Bien sûr, totalement. Ouais. Et avant, j'avais honte de parler de ça, mais c'est la vérité. On s'appelait, on est là, mais c'est pas bon. Parce qu'en fait, on aurait dû avoir quoi comme comportement? C'est que c'est là qu'il fallait mettre les bouchées doubles. Après, c'est vrai que ça m'a permis. Après, j'ai quand même pu rebondir après. Mais si j'avais eu cette culture du travail, de l'effort depuis très longtemps, ben, nos parcours auraient été tout autres. Moi, j'ai pu l'expérimenter et je le dis, je donne souvent son exemple, c'est Vincent Kompany. Parce que si je dis Vincent, les gens vont pas comprendre. Parce que j'étais plusieurs fois avec lui aux États-Unis et autres. Mais sa carrière, il a mérité 10 millions de fois. Totalement. Il prenait Ouais, des c'est vrai. préparateurs On peut- on peut confirmer. Attention à ce qu'il mangeait. S'entraînait 3 fois par jour. Il était capitaine de Manchester City, capitaine de l'équipe nationale. C'est là que moi, ça m'a remis aussi un peu en question. Et c'est là que j'ai commencé un peu à travailler, un peu parce que pour moi, j'ai même pas trop travaillé, et que j'ai pu re-signer en fait en première division. Mais imagine si j'avais mis Les efforts. tous les efforts comme lui le faisait. Et je te dis la vérité, même quand j'ai re-signé, j'ai pas trop bossé. La vérité, j'ai même pas trop bossé pour re-signer en D1. Je l'ai fait quasiment un peu avec mes qualités intrinsèques. Mais imagine si j'avais mis la charge de travail. Je dis pas que j'allais jouer à United, mais j'allais peut-être franchir un palier qui est autre. Donc c'est pour ça que je disais qu'à un moment donné, on s'embourgeoisait. Et je pense qu'on n'avait pas en fait la bonne attitude. Et je pense que l'athlète de haut niveau, ou le champion, il sait déjà ce qu'il veut très tôt. Il est déjà conditionné très tôt en fait. Il Ouais. comprend les sacrifices, les efforts qu'il doit C'est faire ça, le mot des sacrifices. hein. pour Ça, atteindre je pense. son objectif. Ouais. Comme Mbappé disait, me parlez pas d'âge, mais ça a du sens, puisque Exactement. il veut aller là où peut-être quelqu'un a 30 ans, mais lui, il veut aller à 16 ans. Mais il fait les efforts Et y rester. aussi. Ouais. Il restait, mais il fait les efforts aussi, Lotika. Pourquoi? Parce que, tu sais, nous, parfois, quand on sortait, il nous disait, Vincent, moi, je sors pas, je reste. Quand t'es plus jeune, tu comprends pas. Mais ce mec, il avait tout compris. Il avait au tout niveau. compris. Même s'il était au niveau, tu sais, même quand on allait, on sortait comme tout jeune. Mais c'était le premier à partir très tôt pour aller s'entraîner. Hein. Ça, on peut le On confirmer. était en vacances, on sortait, bam, 2h du matin, les boîtes, elles ferment, les gens, peut-être, ils vont s'amuser. Nous, on rentre, on dort, le lendemain 3 fois. Ouais. Donc, c'est là que tu comprends qu'en fait, sa réussite, elle est méritée, mais que les mecs qui réussissent, ils ont tous un point commun. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, le travail bat le talent. Et il faut aussi que l'environnement qui est autour de toi, il soit bon. Et nous, on comprenait quand ils nous disaient, ouais, je sors pas. Mais tu peux aussi avoir des gens qui vont t'influencer à sortir. En fait, nous, on aurait peut-être dû suivre son mode de fonctionnement. Ouais. Tu vois, donc, c'est des petits Mais détails comme ça. à ce moment-là, est-ce que tu étais prêt à le suivre? Dans la tête, je veux dire. Je faisais la prépa, mais après, comme on dit, la performance, c'est de l'endurance mentale, en fait. Hein. C'est ce que je dis souvent, tu as la motivation et puis tu as la discipline. C'est 2 choses différentes. La motivation, elle va te mettre en route. Ouais, je vais le faire. Et puis, la discipline, c'est autre chose. Parce que la discipline, c'est sur la durée. Et peut-être que j'avais pas à ce moment-là cette endurance mentale. J'avais certes des qualités footballistiques, mais j'avais pas cette endurance mentale. Donc, Clairement. voilà. Ça, c'est un peu le problème quand on a des invités aussi exceptionnels que toi. On est un peu parti dans beaucoup de débats, donc on va un peu essayer de le recentrer. Pas de souci. Parce que, donc, comme on l'a dit, après, tu as fait ce virage. Hein, Tout à fait. t'es un peu sorti du monde du football. Et qu'est-ce qui a fait que tu y es retourné alors? Donc, par rapport à tes structures. Ça s'est fait naturellement, en fait. C'est madame. Madame l'a reconseillé, comme il a Donc, dit. il y a ça, madame, mais aussi les jeunes joueurs, les familles ont commencé à revenir pour poser des questions, parce que j'avais été là-dedans. Ils voulaient quelqu'un qui connaissait cet environnement. Et puis un jour, c'est en parlant avec un de mes grands frères qui me dit, écoute, aujourd'hui, par ton parcours, tu peux conseiller. Tu peux dire aux jeunes ce qu'ils doivent pas faire. Tu peux mettre les familles en garde aussi par rapport aux agents véreux, aux personnes qui sont malveillantes et qui gravitent aussi autour du football. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai commencé à travailler également avec des jeunes joueurs. On a créé avec mon grand cousin aussi à l'époque MD Sport Management.
On avait mis en fait en place une structure où il y avait kiné, je pense qu'on en avait même parlé, kiné, ostéopathe, nutritionniste. D'accord. On avait mis aussi un mec qui accompagnait aussi en orientation aussi, conseiller en orientation, parce que tous ne deviendront pas footballeurs. Donc, on faisait déjà passer des tests aux joueurs pour comprendre en fait leur Préparer santé. l'avenir après ou quoi? On a vraiment mis une structure avec une approche 360 degrés. On a fini par comprendre aussi une chose, c'est que les familles s'en foutent. Faut pas se mentir, les familles s'en foutent. Les joueurs parfois sont réceptifs parce qu'ils comprennent ce que tu veux leur apporter, parce que tu es passé par là. Mais il faut pas se mentir, aujourd'hui, malheureusement aussi, il y a le rôle des médias, où on montre des joueurs qui gagnent des millions. Non, clairement. Mais pour arriver jusque-là, ça demande un process. Tu construis une carrière. Et puis, il faut pas se mentir, dans l'écosystème football, ce que les joueurs recherchent, les familles, c'est tu peux m'apporter quoi? Quelle entrée tu as dans les clubs? Avec qui tu parles? Donc, au final, en leur expliquant qu'un jeune joueur n'est pas géré de la même manière qu'un joueur professionnel, parce que c'est deux gestions différentes. Un jeune joueur, c'est de l'accompagnement. Et un joueur professionnel, c'est du management. Parce qu'on parle de contrat. Certains, tu dois déjà gérer l'image. Il y a de l'investissement quand il commence à gagner de l'argent. Il faut savoir gérer aussi son image, sa communication aussi sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Donc, c'est deux approches. Même aujourd'hui, les jeunes doivent gérer aussi leur image, parce que très tôt, ils sont sponsorisés. Très Avec tôt, les réseaux sociaux, tout ça, les vidéos sûr. circulent. Surtout dans les grands clubs aussi, ils contrôlent les réseaux sociaux aussi. Ça, Ouais. c'est une réalité. Moi, j'ai un jeune dont je m'étais occupé qui vient de signer au PSG. Les réseaux sociaux sont contrôlés. Donc là, Trésor, toi, tu te dis, tu vas passer de l'autre côté en tant qu'agent. Oui. Donc, on est vraiment dans ce process. Comment tu fais pour devenir agent? Ben, il faut savoir qu'à l'époque, au moment où moi je commence, il faut savoir que tu passes pas de licence. Parce qu'il y avait eu la réforme de tout à fait, 2015 où tu étais intermédiaire. Oui, Donc, tout à tu t'inscrivais à la De fédération. toute façon, tu Et payais donc, 500 euros. 500 euros. Et donc, n'importe qui, s'il voulait, s'il payait, il pouvait devenir Là, Si intermédiaire. t'avais pas un certificat de bonne vie et mœurs. C'est ça. Parce que tu t'occupes des jeunes, attention. Hein. Non, parce que même Oui, non, parce que pas jeune, jeune, mais oui. mais aussi même les pros. Oh, mais oui, c'est Oui, ça. donc, Non, il fallait pas être criminel. Le syndicat là est compliqué. C'est compliqué. Voilà, non. Donc tu faisais toute cette procédure, donc tu devenais agent. Donc tout le monde pouvait devenir agent. Et c'est là que ça devient dangereux en fait. Clairement. Parce que ça laisse la place à n'importe qui en fait. Ça devient le bordel total. Et en fait, la FIFA s'en est rendu compte. Et en 2023, ils ont Essayer de remis- mettre du cadre dans. Voilà, ils ont ça. essayé de restructurer, mettre un cadre par rapport à la profession d'agent. Donc ça a été acté en fin 2022, pendant la Coupe du Monde, quelques jours après la Coupe du Monde. En 2023, il y a eu le lancement de l'examen, la première session d'avril. Et puis moi, j'ai pas su la faire et j'ai fait celle de septembre. Et puis j'ai obtenu la licence. Parce que pour moi, je trouve important, quand tu travailles dans quelque chose, dans un secteur d'activité, mais il faut que tu sois aussi légitime et autorisé aussi à exercer. Surtout, moi, c'est peut-être, c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que je suis quand même communautariste, je reste un jeune Congolais, même si je vis en Belgique, hein, j'ai des entrées et des réseaux partout, mais en tant qu'Africain, parce que là, je parle vraiment pour le continent, il faut vraiment être légitime. Pourquoi? Parce que, avec les gens en face de toi, ils te demandent toujours, peut-être plus qu'un autre, un blanc, on va pas se mentir, est-ce que tu as la licence, pour être agent, pour pouvoir pour travailler. travailler. Après, c'est vrai que parfois, il y a des préjugés. Ça, il faut pas se mentir. Parce que tu dois... Je dis pas partout, mais ouais, dans certaines situations, tu dois parfois un peu plus montrer. Il faut pas se mentir. Et tu dois montrer, en fait, pas de blanche. Moi, je vais pas mentir, même chez des joueurs africains, j'ai des joueurs parce que il y avait des agents qui venaient avec des Mercedes. Ils disaient, ah, cet agent, c'est un vrai agent parce qu'il est avec une grosse voiture. Toi, t'es un noir, mais t'as rien. Ouais. Donc voilà, Non, tu vois? ils montaient, Voilà. c'était l'image qui était importante Voilà. pour eux. Eux, si tu es avec une voiture, c'est que tu étais un agent qui avait l'image. Et c'est l'industrie de l'image, en fait, le football. Et Nico, il peut en témoigner. Mais aujourd'hui, ce que beaucoup ne savent pas, il y a des gens qui louent aussi des voitures. Et ce que tu montres n'est pas nécessairement ce que tu es. Tu es capable de faire. Est ce que tu es en mesure de faire. Et moi, j'ai fini par comprendre que les gens qui font vraiment des choses, que ce soit dans le métier qu'agent, dans le métier d'agent ou dans d'autres choses, c'est des gens qui sont très discrets. Et ce que les familles ne comprennent pas, c'est que toi, en tant qu'agent et accompagnateur, c'est quoi ton process d'accompagnement aussi? C'est quoi ton plan de développement? C'est quoi ta vision du management
et la manière dont tu vas construire la carrière du joueur. Et ça, on n'en parle pas. Après, chacun a son modèle aussi de management ou sa vision du métier. Et puis, comme on dit, tout dépend aussi, toi, ton positionnement. Est-ce que tu veux travailler avec les filles? Tu veux travailler avec les jeunes? Est-ce que tu veux travailler avec les clubs? Mais ça demande quand même aussi un minimum aussi de compétences, en fait. C'est ça où je voulais un peu en venir. Toi, comment tu situerais plutôt ta philosophie par rapport surtout à ton expérience en tant que joueur? Ben, moi, par rapport à mon expérience de joueur, déjà, moi, j'ai toujours voulu fonctionner différemment de ce que j'ai vu, moi, dans le métier. C'est pour ça que moi, ma mission, elle est différente aussi. En plus, tu as connu un agent toxique. Pas un, plusieurs. Et j'ai vu aussi d'autres toxiques. Et j'ai joué avec un Kenyan à l'époque, il m'a dit comment il est arrivé. Moi, ça m'a choqué, parce qu'en fait, il a signé son contrat sur le tarmac, à Nairobi. Il connaissait même pas son contrat. Et il faut savoir que il signe son contrat, mais il signe un document sur le côté, qui stipule qu'en fait, chaque mois, il doit reverser quasi 80% de son salaire. Moi, c'est ça, en fait, qui m'a touché, et qui m'a aussi poussé à revenir aussi là-dedans. Et c'est quand on discute, je finis par apprendre ça. Et les propos que le mec, il lui sort, c'est très dégradant. C'est signe ici, petit noir, si tu veux un jour voir. C'est violent, en fait. Ouais, c'est violent, c'est très violent. C'est violent. Donc, moi, c'est toutes des choses qui m'ont choqué et qui m'ont donné envie de revenir dans la profession, parce qu'aujourd'hui, on a aussi un rôle de préserver, de protéger, de guider, d'accompagner. Parce que quand tu entends des histoires comme ça, après, ça dépend de toi, comment tu te positionnes aussi en tant qu'humain, individu. Et moi, je me suis dit, des choses comme ça peut pas exister, ça peut plus exister. Mais de l'autre côté aussi, on a tendance aussi à mal parler des agents, des représentants et autres. Mais il faut pas oublier aussi une chose, c'est que les familles aussi se comportent pas bien. Moi, j'ai vécu aussi des situations où j'ai aidé, j'ai fait, et on m'a aussi, vulgairement parlant, craché dessus. J'ai un gamin aujourd'hui, il porte des Pumas. C'est qui a parlé pour lui? C'est qui a parlé pour lui dans des clubs? Un jour, les parents, le papa, il m'appelle, et la maman, oui, comment ça se fait que les clubs t'appellent toi? J'ai dit, attends, depuis tout ce temps, on travaille ensemble, c'est maintenant que tu me demandes ça. Et je lui dis, si aujourd'hui ces mecs m'appellent, c'est parce que t'as des gens dans ces clubs-là contre qui j'ai joué. Qui sont des anciens coéquipiers ou contre qui j'ai joué. Et donc, c'est pour ça qu'ils m'appellent. Et donc, t'as des gens qui sont pas corrects. T'as un joueur professionnel qui joue même en Ligue des Champions. Je l'ai aidé via un contact chez Nike Afrique. Aujourd'hui, il porte Nike. Quand tu lui demandes un ticket pour aller voir un match, il commence à parler une autre langue. Il y en a qui changent vite. Hein. Donc c'est pour te dire aussi, parfois, c'est aussi les joueurs, c'est aussi l'environnement. Donc, il y a des deux, en fait. Il faut tenir compte de ça. Ouais, c'est vrai que c'est important. On oublie que les familles, il y a les familles parce qu'il faut dealer avec les pères, les mères, parfois le frère, la sœur, le cousin même parfois. Et c'est très, très compliqué. Et pour rebondir sur ça, justement, parce que je crois que tu as parlé du fait que tu avais toujours eu de la pression depuis que tu es jeune. Et donc, j'imagine que dans le métier d'agent, c'est aussi beaucoup de pression. Donc sur cette pression, de qui tu ressens le plus de pression? Des clubs, des joueurs que tu manages, des familles? Qu'est-ce qui te semble, toi, vraiment le plus dur à gérer par rapport à moi, personnellement, aujourd'hui, non, parce que j'ai appris à relativiser, en fait. Okay. Et moi, concrètement, parce que je suis quelqu'un plutôt de discret dans ce que je fais, j'ai quelques jeunes que j'accompagne, mais que je laisse grandir et se développer. J'en ai pas beaucoup. Et je choisis aussi les joueurs sur base aussi de l'environnement familial. Parfois, t'es mieux d'avoir un joueur moyen que tu peux développer, dont l'environnement est bon, et qui comprend en fait ton message, et qui comprend ta vision du développement du joueur. Parce que tu vas en retirer plus. Parce qu'ils ont l'intelligence pour comprendre, en fait, pourquoi il faut plutôt prendre cette direction, pourquoi il faut pas prendre celle-là. Et puis, j'ai commencé aussi à travailler aussi avec les joueurs professionnels parce que j'avais compris que dans ce milieu, en fait, tu dois surtout développer ton réseau. Donc, Dieu merci, j'ai commencé à le développer un tout petit peu. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est un métier qui est très compliqué. Pourquoi? Parce que dans un deal, tout dépend pas de toi. Ah oui. Ouais. Ça dépend de tellement de paramètres. C'est ça, pour un peu que les gens puissent comprendre. Les gens, ils entendent toujours agent, ils attendent que l'agent va négocier dans un club, mais réellement, c'est quoi un agent? Pour quelqu'un qui
rentre dans le football aujourd'hui? Regarde, même moi qui ai joué au football, qui connais l'environnement, j'ai pas joué à Manchester United. Et si je tape mon nom, tu vas voir que j'ai joué au football. Oh oui. C'est-à-dire que j'ai une compréhension de ce milieu-là. Mais il faut savoir aussi que c'est très réseauté. Parce que c'est comme quand tu arrives sur un nouveau marché où tu es nouveau. Tu dois convaincre de par ta capacité à travailler, à faire les choses. Et aujourd'hui, c'est quoi la définition d'agent? Il faut déjà que tu aies une mission qui soit bien établie. Toi, ce que tu veux faire, c'est soit tu veux être un deal maker, donc tu fais que des deals, soit tu fais de l'accompagnement de jeunes, soit, comme je disais, tu travailles avec les femmes, soit tu travailles avec les clubs. Et moi, comme je le disais aujourd'hui, je me suis positionné. Et aussi les coachs, parce qu'on oublie parfois. Les coachs aussi, bien sûr, les coachs. Ouais. Oui, je me suis aussi positionné. dans le monde du football. Ah ouais, ouais. Même aujourd'hui, on place des scouts. Hein. Ouais, voilà. Moi, je vais me taire sur le nom du club, mais il y a un coach qui était un scout qui était très très bon. Et il pouvait signer dans un club qui faisait partie de Citigroup. Ouais. J'ai été jusqu'au club avec le gars, mais c'est sur certains détails. D'accord. Voilà, Ouais. donc ça existe aussi. Tout va dépendre de la relation que tu as avec la personne. Et donc, le métier d'agent, pour moi, c'est déjà, tu dois être une personne bienveillante. Ça, c'est une chose. Tu dois défendre les intérêts du joueur avant les tiens. Parce qu'à partir du moment où tu fais passer tes intérêts avant celui du joueur, c'est compliqué. Après, je critique pas ceux qui le font parce que j'ai dit auparavant que malheureusement, certains commencent à fonctionner comme ça parce qu'il y a aussi des joueurs, des familles qui sont pas correctes. C'est pour ça que tu dois choisir aussi les bonnes personnes avec qui travailler. Tu dois être aussi un deal, mais en fait, moi, je ferai un mix des deux. Tu vois, par exemple, à titre d'exemple, moi, on n'était pas encore le 1er juillet. J'ai sorti 3 offres de club. Mais ça ne dépendait pas que de moi. Parce que tu as les attentes du club vendeur, tu as les attentes du club acheteur, tu as le joueur, parce qu'il a aussi ses attentes, et puis tu as aussi les agents du joueur. Oui. Parce qu'il faut pas se mentir, dans ce métier, il y a beaucoup d'orgueil aussi. Comme ça vient pas de lui, il veut pas perdre la face devant son joueur, donc il bloque le transfert. Là, tu parles de l'agent qui bloquerait vraiment parce que voilà. Mais bien sûr, moi, Patrick, je l'ai vécu en juin. Le garçon, il avait le double de ce qu'il gagnait. Il est en 2e division, il peut aller en 1re division dans un autre pays. Un championnat qui est en train de monter avec une belle exposition. Comment t'expliques que tu refuses ça et t'es toujours au même endroit? Après, t'as aussi faire comprendre aussi à un joueur qu'il est mieux pour toi de réduire ton salaire et d'aller jouer. J'ai aussi vécu cette situation aussi. Tu joues pas. Mais tu gagnes très bien ta vie. Et ce que le garçon percevait, c'est quand même de bons émoluments. Et tu as la garantie de jouer, te montrer. Et continuer à vivre de sa passion. Quand tu as 22 ans et tu as 90 000 euros par mois, c'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle. Et je dis, c'est très compliqué. C'est ça que les gens ne savent pas. Donc, ils pensent que c'est un métier facile, mais c'est un métier dur. Aujourd'hui, tu ramènes aussi une autre opportunité. J'ai vécu ces 3... Et je me suis à un moment donné posé. Je me dis à ma femme, regarde, comment ils peuvent refuser ça, en fait? Et ça, on n'en parle pas. On pense que c'est facile, on vient... C'est pas vrai. C'est un métier qui est très compliqué, en fait. Donc, Trésor, vraiment pour que les gens puissent comprendre, tu vois, parce que là, on est des initiés. Comment se passe un deal, donc, pour un joueur de football? C'est quoi un deal? Vraiment, donc, il y a le joueur, on sait, il y a le club, il y a l'agent, d'accord. Mais comment tout se met en place, ce symbiose, pour qu'il y ait un transfert qui puisse se faire? Ben, c'est parvenir à connecter, en fait, les intérêts de tous. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde doit s'y retrouver, en fait. Moi, par exemple, pour essayer d'expliquer de manière simple, le club devait vendre. Mais il y a un club qui m'a dit qu'il recherchait une position. J'ai appelé le club qui recherchait. J'ai mis en relation avec le club qui voulait vendre. On a sorti l'offre. J'ai organisé un appel avec le joueur et ses agents. Et après, ça a décidé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. C'est bien le terme intermédiaire à la base. C'est ça, hein? Ouais, exactement. Intermédiaire. Et pourquoi, en fait, même moi, j'ai envie de dire, cette formule, elle m'arrange, parce que tu n'as pas à gérer tous les tracas, en fait. Parce que les joueurs sont jamais contents et ils se remettent jamais en question. Parce qu'un joueur, il doit comprendre aussi une chose, c'est que son premier agent, c'est lui-même. Ouais.
Ah, c'est lui qui détermine ses performances. Hein, et c'est ses Exactement. performances qui- Et il pense qu'un agent est là pour... bien sûr, il y a des agents qui ont des relations fortes. Oui, Il y a des- parce que beaucoup de gens pensent que c'est un magicien, l'agent. Donc, il se dit, il joue, j'ai envie de dire, dans un vieux club, on va pas se mentir, en dénigrant aucun club. Le joueur joue dans une nationale 3, par exemple, et il pense qu'avec un agent, il va aller jouer au Real Madrid. Et là où il se trompe, c'est que les gros agents, faut qu'on se le dise aujourd'hui, les gros agents des grosses structures, Stellar, CACB, Mhm. Gestifoot, Mhm. quand tu vas sur Transfermarkt et que tu regardes leur portefeuille, est-ce que tu penses que Jorge Mendes, il va aller prendre un joueur de 3e division française de 24 ans? Faut qu'on arrête de se mentir, il n'a pas le temps avec ça. Il n'a pas le temps. Il travaille que sur des grosses transactions. Bien sûr. Mhm. Et c'est ça que les joueurs ne comprennent pas aussi. Après, les clubs ont des départements scouting qui travaillent. T'as des agents ils appellent ça des vidéo scouts, des recruteurs qui sont des vidéo scouts, qui travaillent au club. Et puis, t'as des agents de terrain. Aujourd'hui, beaucoup se fait aussi via des plateformes comme Wisecout et autres. Mhm. Et ensuite, ils se déplacent quand ils valident le joueur. Quand t'es vraiment bon On le sait. et que tu joues en première division ou en 2e division et que tu performes, si personne vient te chercher, tu vas peut-être te remettre aussi en question. On voit tout. C'est ça que les gens ne... Bien sûr, surtout à notre époque. Ouais. Surtout à notre époque. Surtout quand tu es un jeune joueur. D'autant plus qu'avec la crise du Covid, beaucoup de clubs ont revu leur modèle économique aussi. Ouais. Quand tu parles avec beaucoup de clubs, et tu vois même quand ils t'envoient le listing des besoins, ils te disent pas en dessous, pas au-dessus de 26, pas au-dessus de 25. Pourquoi? C'est parce qu'il y a comment dirais-je, une Stratégie. obligation de revente après. Ah, c'est- Ouais. C'est une stratégie pour la suite. Exactement, une stratégie pour la suite. Donc, il y a déjà ça. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, pour parler du métier d'agent, quand tu pénètres, tu dois faire aussi tes preuves. Et il y a personne, et on n'en parle pas, mais la plupart des agents ont une activité professionnelle sur le côté. Oui, parce que beaucoup de gens pensent que l'agent est toujours riche Mais et c'est- que... Ah, Et- Mais c'est faux, c'est faux. Et moi, je le dis complètement, c'est faux. Mais moi, j'ai une activité encore sur le côté. Parce qu'avant que tu deviennes réellement l'agent qui vit à plein temps de ton activité, parce qu'un agent, c'est quoi? T'as l'agent et puis il a une entreprise. Tes produits, c'est quoi que tu commercialises? Des joueurs. Les joueurs sont des produits. Donc, alors, je suis un peu par partir en roue libre. T'as cette matrice, t'as le produit, la vache à lait. Mhm. Tu as le produit star. Tu as le dilemme. Et ensuite, tu as le poids mort. Ouais. Le poids mort, tu le sors. Ce qui t'apporte rien. Le dilemme, c'est quoi? C'est le jeune joueur qui est potentiellement prometteur, mais qui va te coûter de l'argent. Parce que tu vas rien gagner Mhm. au début. Tu vas mettre ton temps pour aller le voir, les matchs, les tournois. Les entraînements. C'est le jeune joueur. Et puis quand il devient produit star, il commence à jouer en équipe première, on commence à parler de lui, il commence à gagner sa vie. Mhm. Voilà, c'est la matrice BCG. Et tu la reproduis aussi au football. Le produit star, après, il va devenir vache à lait. Et c'est la vache à lait qui te permet de te développer et d'être à 100% de ton activité. Parce que c'est le garçon qui va signer un gros contrat de 5 ans, qui va faire un gros transfert et qui va te permettre pendant ces années-là de pouvoir vivre à 100% de ton activité. Et c'est là où tu deviendras le plus efficace. Mais quand t'as pas la vache à lait, soit tu viens d'une famille très riche, t'as pas besoin de travailler, Ouais. ou t'es multimillionnaire. Ouais. Sinon, au départ, tu dois tout investir toi-même. Et au début, tu dois avoir quelque chose sur le côté. Ouais. Et tu vois, c'est un peu cette hypocrisie-là, parce que comme je dis, c'est l'industrie de l'image. On veut faire croire que Raiola, il a commencé comment? Raiola a bossé dans une pizzeria. Ouais. Sa famille était propriétaire d'une pizzeria. Mhm. Il n'avait rien à voir avec le monde du foot. Jorge Mendes, il a commencé aussi, il a travaillé aussi, je sais pas si c'était une discothèque ou une vidéothèque. Ouais, ouais, tout à Donc, fait. Il prenait sa voiture pour aller amener ses joueurs en Tout le Espagne. Oui, oui, on sait. Tout le Mais on voit plus que la réussite sur la fin parce qu'il a Cristiano Ah, mais ça, Ronaldo. c'est parce que c'est notre époque qui Voilà. veut ça. On met toujours en avant la réussite et on parle toujours des gros transferts. On oublie que, comme tu dis, dans le monde du football, il y a plein de licenciés. Hein. Je parle des clubs belges, Westerlo, Le Coven, qui font des transferts. Oui, Qui oui. sont pas à des millions. Peut-être des joueurs qui sont vendus quoi, 50 000 euros, 200 000, 300 000. Et donc, forcément, les commissions sont totalement différentes. des agents. Exactement. Tu sais, quand tu regardes, par exemple, le listing du nombre d'agents sur le site de la FIFA, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est listé, il y a plus de 10 000 agents dans le monde. C'est énorme quand même. Après, il y a aussi les pseudos. oui, oui. Ouais.
Ça aussi, c'est une réalité. Ouais. Ceux qui travaillent et qui sont pas autorisés à. Donc, ça fait que le marché, il est énorme. Mais comment il fonctionne? Comment il se présente dans les clubs à ce moment? Regarde. Par exemple, la FIFA, elle a réformé. Mais l'intermédiaire qui fonctionnait très bien, qui t'a fait gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des très bons agents qui n'ont pas réussi leur examen. Parce que c'est pas des gens qui ont la capacité d'étudier ou de réussir un examen. Par contre, ils sont très bons dans leur activité d'agent de joueur. Aujourd'hui, toi, tu es un club. Et le gars, il a un joueur que tu veux avoir. Mhm. Et ce gars, tu sais que si tu prends, il va te faire gagner de l'argent. Parce que le football, en soi, c'est quoi? C'est une économie, c'est un marché. Un club, c'est une entreprise. Et si maintenant, aujourd'hui, c'est un club qui a un modèle économique, qui travaille avec des jeunes pour les revendre après. Et toi, aujourd'hui, il a un crack que tu veux. Si le mec, il n'a pas de licence, est-ce que tu vas pas l'écouter? Évidemment. Bien sûr que C'est aussi Ils vont penser à l'expansion de l'entreprise, hein, Oui. c'est clairement ça. Il faut qu'on se le dise aussi. Tu vas l'écouter parce que t'as pas le choix. Quand aujourd'hui, il y a des cousins, il y a des grands frères, si tu sais qu'aujourd'hui, le grand frère ou le cousin, c'est un décisionnaire dans la transaction, ben, tu es obligé de l'intégrer. Ouais. Même aujourd'hui, les agents sont obligés de composer aussi avec les familles. Tu es obligé de les écouter. Tu es obligé de les faire participer. Sinon, tu perds un marché. Et c'est surtout quand le garçon, il a un pouvoir de décision fort. Parce que quand un joueur est vraiment fort et qu'il il est sollicité, c'est lui qui décide au final. Faut pas qu'on se mente. Hein. Clairement. Mais qu'est-ce qui fait qu'à notre époque, parce que comme tu dis, on voit bien hein, que nous, qu'est-ce que ça importe, et au final, quand on regarde bien, les gens ne connaissent pas autant de noms d'agents que ça. Mais qu'est-ce qui fait que le métier d'agent est aussi peu bien vu? Parce que c'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le point que beaucoup se rendent pas compte que souvent, c'est l'environnement et les familles qui vont mettre des exigences, la pression. Mais comment ça se fait qu'on s'en prend souvent aux agents? T'as l'impression que c'est vraiment à cause de l'agent que leur métier est mal vu comme ça, tu vois, c'est démystifié. Moi, c'est vraiment, parfois qu'on en parle, ces agents, ils sont là, c'est des vautours. Parce que déjà, par définition, un agent, c'est un commercial. Et le commercial est toujours perçu comme un marchand de tapis. D'accord. ouais, mais c'est vrai. Il est toujours perçu comme un marchand de tapis. Et le problème, c'est que certains ont mal fait les choses, mais certains sont très bons dans ce qu'ils font. Ouais. Moi, je vais raconter une petite histoire avec ça, justement pour rebondir, Trésor. À l'époque, il y a un joueur qui est au Standard, et on me contacte pour ce joueur. On me dit, j'ai un crack qui joue back gauche, si je me souviens. Il est extraordinaire. Je dis, ok, ça va. Je regarde, c'est vrai qu'il est vraiment bien. Je contacte Sunderland à l'époque pour le joueur. Ils me disent, nous on le fait, pas de souci. C'est quoi le deal? Le mec qui me propose le joueur ne me répond plus au téléphone. Je l'appelle, il répond plus. Je dis à un contact que j'ai, écoute, on m'a proposé ce joueur, moi j'ai proposé à Sunderland, ils veulent le signer, mais j'ai plus de retour des mecs qui me l'ont proposé. Et il me dit, écoute, moi, je connais ses parents, viens, on va aller voir ses parents. On va voir ses parents, et son père me dit, ben non, mon fils, il a un agent. Mais la personne qui me propose, c'est pas un agent. D'accord? Je dis au mec, ok, c'est qui l'agent? Il me dit, c'est elle. Je dis, ok, il va vous contacter, le père me dit. Même pas une heure après, l'agent m'appelle, il me dit, oh non, c'est mon joueur, qu'est-ce que vous faites? Je dis, écoutez, moi, on me l'a proposé, j'ai Sunderland, comment on fait maintenant? Moi, c'est pas passer au-dessus de vous, rien. Et, à l'époque, j'ai des gens qui viennent me voir, des Turcs qui font une descente. Ils disent, oh, ça c'est notre joueur, qu'est-ce que tu viens de mêler? Je dis, quoi? Oui, on a donné 400 000 € à la famille, c'est notre joueur. Je dis, d'accord, ok. Les complications commencent. Moi, je parle à Sunderland, je dis à Sunderland, écoutez, c'est compliqué ces joueurs parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Moi, je laisse tomber, vous le connaissez, si vous l'appelez le club, vous pouvez aller, mais moi, je sors. Quelque temps après, le joueur, il a passé à Sunderland et il est déclassé au Standard. Et on me dit, par la suite, c'est moi, à cause de moi, qui a été déclassé. Donc, un agent est venu et a fait capoter un deal qu'il pouvait avoir grâce à ces agents-là. Donc, pour sa famille, c'était devenu que, comme moi, je suis venu avec le deal, j'ai capoté leur affaire, sûrement avec les autres. Et pour en venir où je veux en venir avec ça, c'est que eux ils disaient que c'est à cause de l'agent que ça n'a pas marché. Et donc quand tu vois l'histoire, eux ils disent à cause de l'agent, son agent n'était même pas au courant déjà que Sunderland voulait le joueur.
son agent n'était pas au courant que les parents avaient pris 400 000 euros de ces gens-là, disant voilà, nous, on va faire les deals pour vous, vous inquiétez pas. Et à la fin, ça devient même l'agent qui était quelqu'un d'honnête, est devenu, lui, à cause de moi aussi, Qui voulait faire quelque justement chose de bien. la correction Voilà. dans les Et règles. Hein. voilà, il est passé pour un voleur, tu vois. Or que le mec était bienveillant. Quand il a entendu le deal, il m'a appelé. Il a même pas essayé de contacter Sunderland directement, tu vois, parce que beaucoup d'agents, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Moi, je prends le téléphone ou viens, j'essaye. On arrive toujours à trouver un numéro quand on cherche réellement. Tout à fait. Il est passé pour un mauvais agent qui travaillait très bien. Moi qui viens qu'à dire, je passe pour un escroc, mais or que moi, on me propose un joueur, je suis pas au courant, tu vois. Et certainement qu'il y a des gens qui travaillent bien, mais à cause de ça, ils sont perçus pour des charlatans. Malhonnête. Hein, des Exactement. Mais là, déjà, regarde, il y a un gros problème, c'est déjà la famille. Déjà, elle perçoit de l'argent. Ce que beaucoup de familles ne comprennent pas, c'est quand tu perçois de l'argent, tu n'es plus maître du joueur. Et par extension, même aujourd'hui, les plus jeunes, ça se fait aussi, il faut pas se mentir. Parce que le mec, il te donne l'argent, il attend quelque chose en retour. Donc, t'es plus le décisionnaire. Et quand tu dis au gars que tu veux décider, lui, il a mis 400 000 balles, comme t'as dit, tu penses qu'il va te laisser? C'est fini. C'est plus toi le décisionnaire. Et oui, effectivement, aujourd'hui, le danger, c'est qu'aujourd'hui, t'as même des... Parce que tu le vois quand tu contactes un club. Moi, en général, je vais jamais parler de quelqu'un à qui j'ai pas eu au téléphone. Ni le joueur, ni l'agent, ni le club. Parce que, commercialement et professionnellement, tu te fais passer aussi pour Quelqu'un de pas sérieux. quelqu'un de pas sérieux. Mais oui, aujourd'hui, il y a des gens qui vont proposer pour tester et voir la réaction du club. Et s'il y a un intérêt, à ce moment-là, ils vont faire quoi? Ils vont essayer de rentrer en contact avec le joueur. Ça se fait. Tu sais, l'OTICA, moi, c'est pour ça que je dis que c'est un métier qui demande des compétences et qui demande une formation. Moi, j'ai été un joueur, mais je me suis pas improvisé. Bah, j'ai quand même passé ma licence. Et puis, en 2021, je suis reparti à l'ICHEC en cours du soir. Faire un Executive Masters et j'ai pris une option business vente et gestion des comptes. Pourquoi? Parce que c'était pour me préparer. C'est un peu comme un programme MBA. Parce que tu peux pas juste t'autoproclamer agent et représentant si tu parles pas, en fait, le langage des affaires. Parce qu'au final, un joueur, ça reste une entreprise, en fait, surtout quand il arrive à un certain niveau. Et puis, tu parles avec tellement d'intervenants. Les clubs, tu peux être amené un jour à parler avec une fédération, tu peux parler avec des sponsors. Quand tu as un échange avec un directeur sportif, un chef scout ou un président, il faut que ça suive, il faut qu'il voie que tu as de la suite dans les idées. C'est pour ça que moi, j'ai estimé nécessaire aussi de me préparer au mieux et de pas m'appuyer que sur mon passif d'ancien joueur. Parce que ça reste aussi un marché. Tu dois comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et un contrat avec un sponsor, c'est un contrat commercial. Et aussi savoir comment t'entourer. Tu fais signer un joueur en Bundesliga, il se blesse. Il faut savoir qu'à partir d'un certain moment, le club ne couvre plus son salaire. Donc si t'as pas souscrit, en fait, une assurance pour le joueur, tu fais quoi? Ça, c'est des vérités que la plupart des gens ne connaissent pas. Quand il y a un transfert international entre deux pays, les monnaies sont différentes. Il y a aussi les devises. Moi, je l'ai vu quand j'ai fait, c'était un prêt. C'était quand j'ai fait Adil Aouchiche de Sunderland à Portsmouth. Tu sais le nombre de documents qu'il y a? Oui. On l'a vu, il y a des transferts qui ont été ratés parce que ils ont le temps de faxer tous les documents, c'est pas arrivé, ils ont pas pu Mais même signer. le nombre de documents que ça comporte. Et puis c'est en anglais. Tu vois, donc, les gens se rendent pas compte, en fait, de la complexité des choses. Et moi, je le dis encore, je suis pas une référence, mais j'essaye de bien faire les choses. Parce que si tu veux construire tes relations sur du long terme, les gens en face de toi, ils doivent voir aussi que tu es quelqu'un de sérieux. Tu dois être intègre, tu dois avoir une parole. Aujourd'hui encore, j'ai appelé un directeur sportif parce que la personne qui a le mandat de vente m'a appelé. On a discuté, j'ai un club qui m'est revenu, j'attends, ça va peut-être pas se faire. Parce qu'au football, t'es jamais sûr de rien. Mais j'ai appelé le directeur sportif, je lui ai expliqué la situation. Voilà. Je peux passer directement via le prési et via le mec. Mais j'ai dit non, je vais t'appeler d'abord toi, et s'il y a un appel, on le fera avec toi. Parce que t'as toujours été correct avec moi. Parce que si maintenant il finit par apprendre que je suis passé par derrière lui. Non. Et les gens, tu sais jamais où tu les rencontres, tu les retrouves après. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Clairement. C'est pour ça que tu dois pas avoir une vision court-termiste, mais une vision sur du long terme. Ça dépend comment tu construis aussi ton projet.
Effectivement. Donc voilà, malheureusement, notre podcast commence à toucher à sa fin. On va terminer sur ce point-là. Peut-être juste avant de vraiment le terminer, on va peut-être poser une dernière question. Et en terminant, je vais te demander si tu as une petite anecdote, sans forcément citer des noms qui pourraient mettre mal à l'aise des gens, mais Non, une chouette anecdote sur un transfert que tu as réalisé et qui t'avait toi marqué. Donc ma dernière question, c'est toi, comment alors tu verrais l'évolution du métier d'agent selon toi, ou si tu penses que vraiment ça a fait le tour, ou si par exemple la FIFA pourra encore réglementer ça d'une manière différente. Mais en fait, ils ont déjà essayé, mais tu pourras pas avoir un contrôle sur tout. C'est pas possible. Parce qu'il y a trop d'intérêt, en fait. C'est pas possible d'avoir un contrôle sur tout. C'est impossible. Parce que je me mets aussi à la place d'un club. Si aujourd'hui tu viens vers moi et que le dossier que tu me proposes, il est intéressant pour moi. Attention, je dis pas que c'est bien, mais c'est impossible d'avoir, ils ont déjà essayé avec la licence. Mais aujourd'hui, les gens contournent, ça faut. Il y a la licence, je crois qu'ils ont mis des barèmes sur les montants, des trucs comme ça aussi, non? Au-delà même de la négociation financière, mais je veux dire, aujourd'hui, tu peux ne pas avoir la licence, tu vas mettre quelqu'un qui a la licence, c'est tout. C'est pas une critique, c'est une réalité, en fait. Non, c'est la réalité, clairement. Donc, tu ne pourras jamais contourner, en fait. Ouais, il y a des gens qui n'auront rien à dire, mais tu pourras te servir de leur licence parce que c'est bien comme ça. Bien sûr, il y aura des hommes de paille, et ça, il faut pas se mentir, c'est une réalité. Mais je peux même pas critiquer ça parce que, en fait, je pense que dans tout milieu où il y a de l'argent, il y a des combines. Faut pas qu'on se mente. Donc moi, pour le mot de la fin, je pense que tu pourras jamais, tu peux essayer de réguler, tu peux essayer de mettre un cadre, mais tu pourras jamais avoir un total contrôle sur tout. C'est impossible. Clairement. Et donc, si tu as une petite anecdote pour nous, pour terminer. Une anecdote, je vais pas citer le nom, mais c'est les attentes d'un membre de famille d'un joueur. Et d'ailleurs, j'ai arrêté tout de suite parce que je lui ai amené une opportunité et il m'a imposé 40%. Donc lui, il devait avoir 40% du montant, c'est ça? Mais déjà, il faut savoir une chose, c'est que il est pas officiel, donc pas percevoir. Donc j'ai préféré ne pas continuer. Donc la personne sur le transfert voulait avoir 40% en plus. Donc j'ai dit non. Il y en a qui veulent pas travailler mais gagner de l'argent. Exactement. Surtout que il s'agissait d'un joueur qui était en difficulté et j'avais fait tout le travail. Et j'ai dit, comme ça, c'est pas possible, on s'arrête. Et donc, malgré le fait que tu venais quand même les aider, ils voulaient quand même manger encore. Et ça te montre tout simplement la direction que ça allait prendre sur du long terme. Et donc, parfois, toute affaire n'est pas bonne affaire et parfois, il faut savoir se retirer. Et je me suis retiré. Moi, j'ai une question. Est-ce que ce joueur-là que tu parles, il a joué à Marseille? On ne dira pas plus. Hein, on ne dira pas plus. Sur cette belle question, Nico, on va donc tout doucement mettre fin à notre podcast. Trésor, on te remercie énormément pour ton intervention. Merci à vous. C'était une interview vraiment très enrichissante, tellement enrichissante qu'on n'a pas vu le temps passer. On a même un peu largement dépassé l'heure, mais le plus important, c'est vraiment que tu nous as vraiment éclairci sur beaucoup de points. Et je pense que nos auditeurs, nos téléspectateurs pourront vraiment être reconnaissants envers toi parce que, bon, c'est comme on dit, c'est un métier qui est méconnu. Tout à fait. Et c'est pas toujours évident. Et donc, voilà, c'est vraiment, on les invite vraiment à s'inspirer et à écouter parce que, voilà, il y a des choses très intéressantes que tu as dit. Et donc, merci à toi pour ta présence. Merci également à vous trois et c'était un plaisir. Donc voilà, donc les auditeurs, on vous invite vraiment à nous retrouver, à continuer à nous suivre sur Instagram, sur Spotify, sur Snapchat, sur TikTok. Donc je vous invite à vous abonner à Football Undercover pour suivre nos prochains podcasts. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt. À bientôt. Bientôt.